Alors comme ça, Mani, tu as envie de prendre la plume et d'écrire au français. Ne penses-tu pas ça vain, alors que la plupart sont réfractaires, puisque gaulois, et que ça semble être une insulte, et que de plus, ils sont tous ou bien illettrés, ou irréformables. J'imagine que dans ce courrier que vont écrire tes conseillers et tes chargés de com, tu vas nous redire qu'on n'est pas capable de comprendre l'imposture en marche. Pardon, je voulais dire la République en marche. Faute de qu'on ne sait pas s'exprimer et comprendre la pensée complexe. Donc je me demandais, le jour de la manif, où les Gilets jaunes s'étaient donné rendez-vous à un point précis à Paris, et qui n'y s'y sont pas rendus, que les médias s'en sont fait le relais. Ce jour-là donc, c'était la pensée binaire, ou était-elle complexe? Les Français, même sans toi, font tourner la France depuis des décennies. Et toi, tu viens leur faire affront en disant qu'ils ne comprennent pas ta politique? Pourtant, il m'a suffi d'ouvrir le livre au chapitre Banque Rothschild, et j'ai compris toute la quintessence de ton programme. Tu voudrais toucher le ciel, tout en nous privant d'essence. Et tu t'étonnes après que le prix du baril fasse imploser la France? Cette nouvelle année pourrait bien marquer d'une pierre blanche la réponse d'une France à l'agonie, à cause d'un monarque et de sa cour, qui après calcul nous coûte bien un pognon de dingue. Du coup, au niveau économique, je vais me permettre un conseil. Ne perds pas ton temps à écrire ce courrier inutile. Les Français n'ont jamais prêté attention aux publicités mensongères. Et tout ça risque de très mal finir. Option 1, à la poubelle. Option 2, servir pour remplacer le papier toilette. Un peu râpeux, mais on commence à y être habitué. Option 3, tu vas nous pousser à faire des dépenses inutiles et à acheter en masse des stickers. Stop aux déchets publicitaires. Je vais éviter de te parler ici de l'écologie et des arbres, de tout ça, vu qu'il ne t'intéresse même pas lorsqu'un agriculteur, acculé par les charges, décide de s'y prendre. Donc trêve de sentimentalisme, on est là pour parler business. Comment se fait-il, cher président, que tu sois tellement imperméable à ce que réclame la France? On te demande un référendum et une assemblée constituante, et tu nous sors un courrier sous forme de plaidoyer victimaire. Je ne l'ai pas encore dans les mains, mais je ne doute pas du contenu. C'est à se demander si ta conseillère n'est pas ta compagne. Le grand âge, la vieillesse qui est un naufrage, et donc la surdité. On se comprend, je pense. Du coup, je recommence. Comment se fait-il, cher président, que tu sois tellement imperméable à ce que réclame la France? Il est à parier que dans ce courrier, tu vas nous parler de sacrifice, de patience, d'adaptabilité. Mais vas-tu nous parler du chapitre le plus passionnant et de loin, celui de Benalla? Pourtant, en matière d'adaptabilité, il semble que vous ayez fait preuve de la plus grande des souplesses. Tes médias, par exemple, nous ont laissé croire que ce n'était qu'une brise temporaire, une tempête dans un verre d'eau. Mais tu oublies que les Français sont des ruraux. À force de se faire pisser dessus en disant que c'est de l'eau, vous avez fait de nous des experts en météo. Il paraît que dans ta bafouille aux Français, tu vas leur expliquer aussi que s'ils refusent deux postes à l'MPE, ils seront radiés. Ne pourrait-on pas, par souci d'équité, radier aussi les politiques et les retraités de la politique, qui ont moins de 5 condamnations à leur casier, ce qui ne va pas être simple à trouver. Soit donc toute la majorité de tous vos députés, de tous bords politiques, étant plutôt moi-même de nature apolitique. Pour éviter justement toute dérive et récupération politique, ne serait-il pas souhaitable de filmer les entretiens, afin qu'on ne t'accuse pas injustement de manipuler et les chiffres et l'opinion? Je me dis, naïvement certainement, que certaines personnes mal intentionnées seraient capables de penser que vous seriez prêt à confier des postes à des personnes qui ne correspondraient pas ou en rien au profil demandé. Par exemple, un CV de jardinier, une offre d'emploi à 3 heures de route, sans permis, premier refus, avertissement. Seconde offre, aide logistique en informatique, second refus, radiation définitive. Souriez.
Vous êtes viré. Le RSA doit se réjouir à l'idée de devenir le premier employeur de France. Parce que même si de bonne volonté, sans revenu avec un loyer à payer, il ne semble guère rester que le système D. Tout le monde n'a pas la chance d'être député et de ne toucher que 5 000 € par mois. J'ai une petite larme. Situation qui, bien entendu, oblige à finir la fin du mois en ne mangeant que des pâtes, comme cette pauvre députée de la République En Marche. Et sinon, du coup, c'est pour quand la réforme pour le RSA? Car tant qu'à faire des coupes budgétaires, allons-y gaiement. Et je ne parle pas du salon de coiffure et des maquilleurs de l'IDD. J'ai le sens des priorités, moi. J'ai donc une mesure simple à proposer concernant le RSA. Si vous vous présentez en tenue non réglementaire, à savoir petit costard et cravate assortie, ou bien encore que vos dents ne sont pas très bien soignées, hop, vous êtes radié. Les motifs ne manqueront pas pour acculer les Français. Mais finalement, c'est sans doute le meilleur choix politique, la meilleure des réformes. Nous avons été nombreux à trouver les Champs-Élysées trop vides. On sentait bien que ça n'avait pas encore atteint le bon stade de maturité. Mais j'ai bon espoir, avec les millions de migrants et ceux à venir, les ex-candidats de la NPE donc, les oubliés du RSA, ça va enfin en faire du monde concerné. Plus on est de fous, plus ça va être de la folie. Non, je dis ça parce que les Gilets jaunes, avant, c'était surtout des travailleurs, des ouvriers modestes. Alors imaginons la convergence des luttes et des colères. Migrants, personnes à la rue, retraités, étudiants, chômeurs en fin de droit, travailleurs modestes, migrants économiques, les tout nouveaux arrivants, les privilégiés du RSA, les patrons de PME, les employés, les fonctionnaires. On va vraiment commencer à se sentir serré sur les Champs-Élysées pour la toute nouvelle Garden Party. Du coup, est-ce que tu as pensé à créer de nouvelles prisons? Car j'ai bien vu que certains gilets jaunes étaient sévèrement punis. Je parle là des vrais terroristes, pas des 450 fiches Est radicalisés, revenant de territoires en guerre, et qui vont être libérés en 2019. Les liens sont bien entendu en dessous. Ceci dit, je ne m'inquiète pas. Christophe Castaner, qui connaît bien le milieu du grand banditisme, et Nicole Belloubet l'ont promis, ils vont être surveillés comme l'huile sur le feu. À peu près au même niveau sécuritaire que les 16 000 et quelques fiches S perdues dans la nature, mais qui ne vous en déplaisent, jusqu'à preuve du contraire, et avant qu'ils ne passent à l'acte, sont juste des simples citoyens lambda, à l'image d'un homme simple, honnête, intègre, comme les Monsieur Alexandre Benalla. Là encore, une belle preuve de la réussite, de l'assimilation heureuse. Peut-être devrait-on, pour ces quelques millions de futurs gilets jaunes, pas encore syndiqués, mais qui soutiennent massivement le mouvement, penser à des camps de rétention, histoire de brimer les ardeurs de ces futurs sédentieux. Il n'y a rien de plus inquiétant qu'un peuple silencieux. Vous pensez vraiment que les gilets jaunes sont des délinquants? Simples occupants de ronds-points ou randonneurs des Champs-Élysées? Auriez-vous donc confondu le crachin breton, divertissant et rafraîchissant, avec un véritable tsunami français? Alors donc, c'est à vous en somme qu'il faudrait enseigner les béabas de la météo. Un gilet jaune, c'est avant tout un Français qui n'a plus rien à perdre, et qui se sent en bout de tout. Un Français qui trop longtemps a refusé de se taire, ou qui ne voulait pas parler. Mais comme j'aime la poésie et jouer avec les mots, je dirais que ce sont aussi les signes précurseurs de ceux qui sont sortis de leur lit, et qui tous ensemble forment ce qu'on appelle la mer. C'est une marée humaine de dignité, qui refuse de se voir emmurée, par un barrage artificiel, arrogant, et il faut bien le dire, ridicule. Un artiste méconnu, puisque vous dites ignorer la culture française, qui s'appelait Charles Trenet, l'avait à son époque chanté. La mer, disais-je, est un tout. Elle peut être méditative, calme, expéditive, survoltée, apaisante, apaisée. Elle s'adapte aux saisons, aux caprices de la météo. Des légendes racontent qu'on l'a vu parfois momentanément se geler.
comme par exemple après quelques promesses d'un monarque téléguidé. Mais elle n'est pas morte pour autant. Elle observe, elle jauge, avant de juger. S'il le faut en portant avec elle, tels des fétus de paille, ceux qui refusent de se plier à sa sublime évidence. Comme jadis Moïse, lorsqu'elle s'est entr'ouverte, les poussant alors dans l'abîme. Est-ce parce que tu ne pourras jamais être un père biologique que tu te refuses à ne pas comprendre et à voir la sagesse de la mère? Il est 4h24 du matin, et tu m'as emprunté mon sommeil, Manuel. Mais j'écris. Et contrairement à toi, je n'ai pas besoin de conseiller. J'écris cette lettre comme ça, la tête posée sur mon oreiller. D'une plume tremblante certes, en raison de l'équilibre précaire. Toutefois mes mots, eux, me viennent naturellement. Alors que toi, je pressens que tu vas devoir prendre tout ton courage pour convaincre. Juger chaque mot, immobiliser chaque pensée, essayant de te rendre audible au plus grand nombre. Et pourtant, je sais qu'avant même d'avoir écrit la première ligne, c'est peine perdue. Ton Nouveau Testament, ton nouvel ordre mondial, ne touchera que le cœur de ceux qui y croient encore un peu, soit à peu près 25%, d'après les sondages IFOP. Même eux ne peuvent plus mentir comme avant, ça devient vraiment trop évident. Les autres ne liront pas ta fiction, ils ont des choses bien plus importantes à faire, des vraies occupations, des trucs d'adultes, des trucs de grands quoi, des trucs que tu peux pas comprendre. Compter à combien ils seront à découvert le mois prochain. Capitaliser sur une sortie au ciné en famille, ou plutôt opter pour offrir un repas chaque soir. Pour les plus désespérés, des calculs à la mesure de leur espoir, justement. Combien reste-t-il de balles dans le barillet? Et calculer s'ils doivent partir seuls, ou si toute la famille doit en profiter. Oui, je suis français, hélas. Sinon, pourquoi cette amertume? Je porte en moi les stigmates d'une jeunesse sans espoir. Je n'ai pas été élevé à la plus belle la vie. Mais par contre, j'ai appris par cœur la postologie du Prozac, une molécule du bonheur, pour oublier l'horreur d'être français. Je vis sans espoir. Comme beaucoup, je ne me vois pas dans le futur. Et on a tué mon passé. Ce qui passe régulièrement à la radio me semble incompréhensible. Je ne comprends pas ce langage. Je ne comprends pas cette musique. Où sont passés les Ferré, les Brel, les Barbara, la culture française? J'ai honte pour mes anciens. J'ai honte pour ceux qui ont voulu faire venir chanter Black M à Verdun. Je dois faire partie d'une vieille France. Je suis français, comme on est en phase terminale. J'ai une maladie honteuse, donc. Je suis un mal-né de plus, un sans-dents. 4h35. J'entends la France qui travaille et qui se lève. Toutes ces petites gens avec un courage immense. Ces enfants d'immigrés, qui eux aussi vont bosser en usine, pour un salaire de misère. Je pense aux éboueurs, aux infirmiers, aux aides-soins, ou bien encore à ceux qui ont bossé toute la nuit et qui ont le cerveau en vrac, déglingués par le dieu capitalisme. Tout ça pour un SMIC. Moi, je fais partie de l'autre catégorie des petites gens, de ceux qui ont tout leur temps pour rêver à quel point ça doit être épanouissant de devenir un esclave du système. Mais malgré tout, je me sens réconforté, car ma lettre, elle, vient du cœur, et elle est dénuée de mécanique occulte. Elle n'est indexée ni à Bruxelles, ni à Israël, ni au Qatar. Ma lettre à moi, comme aurait dit Diams avant de mettre le voile, c'est celle d'un homme simple, d'un qui n'est rien, et qui dans une gare regarde ceux qui sont tout. Mais malgré ce constat glacial, ça va. Je suis le premier sur la ligne d'arrivée, et j'ai déjà une longueur d'avance. Alors que toi, cher président, tu es déjà à la traîne. Tout le monde m'a compris, même inconsciemment. Ils ont hoché la tête bien trop de fois pour que ce soit le hasard. Alors que toi, ta lettre est morte, avant même que d'exister. C'est donc une lettre inutile. Tu parles un langage que nous ne comprenons pas. Tu fréquentes des personnes que personne de bon sens ne voudrait côtoyer.
Tu convoites des femmes dont personne ne voudrait. Ma famille m'a appris qu'on ne couchait pas avec sa grand-mère. Mon éducation, qu'on ne courtise pas sa prof. Tu as dans le cœur une horloge, dans ta tête un calendrier. Moi j'ai une plume acide, que tu n'auras jamais. On te parle de valeur, tu nous parles de budget. On te parle d'homme d'honneur, tu nous parles de banquier. On demande de ton amour, tu te demandes déjà combien ça va te coûter. Ou nous coûter. Tu parles du nouveau monde et tu n'as rien changé. Tu nous parles assimilation heureuse, on te parle sentiment d'insécurité. On te parle terrorisme, tu réponds pensée printemps. Au livre d'histoire, on trouvera ton nom au président des plus riches, aimé des plus grands, haï des petits. On pourra lire aussi que tu as pris la France pour une start-up et que tu as retiré le jaune dans la palette des couleurs. En ajoutant cet aparté, c'était un symbole séditieux, une honte pour l'histoire. Le jaune n'est certes pas la couleur de l'espoir. Le jaune est la couleur des cocus. On a imaginé qu'à force de vouloir nous faire des enfants dans le dos, en enfilant ce gilet, s'en donnait presque un moyen de contraception. Après cette mise en abîme épistolaire, cher président, en effet beaucoup trop cher, il va te faire falloir jouer les chiens de garde de la bien-pensance, afin de faire taire le troubadour que je suis. Alors si te prend l'envie de bâillonner les alarmistes, les utopistes, n'oublie jamais que toute dictature commence toujours par faire taire ses scripts. Tu pourras supprimer, rayer les mentions inutiles, traiter les uns de fous, les autres de terroristes, obstruer leur mental, flageller leur corps, entraver leur morale, mais tu ne pourras jamais faire taire leurs pensées. Ta lettre, certes, aura plus de distribution que la mienne, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous ne nourrissons pas les mêmes hyènes. Mais ma pensée restera, dès qu'elle était prononcée, immédiatement comprise, et ce à jamais. Qu'en sera-t-il de la tienne? Post-scriptum, cher président, désolé pour les fautes d'élocution. Je n'ai pas comme toi pris des cours de théâtre. Je n'ai pas une agence de marketing derrière. Je parle avec le cœur. Et puis j'ai quelques dents du fond qui me gênent. Tu sais, ce qu'on appelle les sans dents. C'est pourquoi souvent on a plus de mal à parler, qu'on est moins beau à regarder. Néanmoins, on existe.